de la dette en Belgique et de la Commission sur la vérité de la dette publique grecque. Auteur de différents articles et auteur aussi d'un autre livre, Et si on arrêtait de payer, 10 questions-réponses sur la dette publique en Belgique et les alternatives à l'austérité. Alors maintenant pour le livre, donc Tina, pourquoi Tina? Ça vient de la célèbre phrase de Margaret Thatcher, There is no alternative. Et il y a donc 200 propositions concrètes, justement contre le néolibéralisme, contre le capitalisme, tout en apportant des solutions par rapport justement au modèle actuel. Énormément de thématiques sont traitées, écologie, démocratie, culture, éducation, inégalité sociale, féminisme, agriculture, alimentation, et j'en passe encore pas mal. Donc énormément, ce qui en fait un livre au final très très diversifié et accessible à tous. La bibliographie est énorme, le livre a pris quand même 7 ans je pense à être écrit, demandé un travail énorme. Les arguments sont appuyés par des phrases d'auteurs, des citations. Il y a des tableaux statistiques qui expliquent que ce niveau quantitatif. Il y a aussi différents textes de loi, différents traités internationaux pour justement encore appuyer une fois de plus les arguments. Et le texte aussi, chose très importante, est féminisé pour lutter contre le patriarcat jusque dans l'écriture. Je pense que c'est bon, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais redire quelques mots sur le bouquin, mais tu as vraiment dit l'essentiel. Et puis après, une mini-introduction, on rentrera en fait dans les 200. On ne saura pas voir les 200, sinon il faudrait plusieurs jours, mais j'en ai choisi quelques-unes, et puis alors j'espère que ça va vous plaire et qu'elles seront convaincantes. Effectivement, moi, donc, comme tu l'as dit, je suis un militant social, altermondialiste. Je travaille depuis 15 ans au CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui milite depuis 1990 pour l'annulation totale, immédiate et inconditionnelle de la dette des pays du tiers-monde, et maintenant, depuis la crise de 2008, qui a fortement développé ses activités en ce qui concerne les dettes illégitimes dans les pays du Nord. Vous avez entendu qu'il y avait un petit problème de dette publique dans les pays du Nord, et donc le CADTM Europe s'est fortement renforcé et a développé tout un argumentaire pour pouvoir faire des propositions très concrètes pour diminuer fortement la dette sans que ça repose sur le dos des citoyens et des citoyennes. Mais c'est dans ce cadre-là, dans cette disons, activité altermondialiste, que j'ai participé à beaucoup de débats, de conférences, d'ateliers, un peu partout dans le monde. J'ai eu la chance de participer au Forum social mondial à Porto Alegre au Brésil, le grand mouvement qui dit un autre monde possible, etc. Et ça a été très intéressant, j'ai appris énormément de choses, et en même temps, très rapidement, il y a eu une petite frustration, et j'ai vu que d'autres personnes aussi l'avaient. C'est-à-dire qu'on passait en général dans les conférences 90% du temps à analyser le système, le critiquer, comprendre les causes, les conséquences des crises, etc. Et puis après, à la fin, on dit oui, il faut réfléchir à des solutions, mais on n'a plus le temps et on passe à autre chose, quoi. Et donc, c'est beaucoup de gens, j'entendais dire, vous critiquez, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement? Donc, c'est à partir de ça, de cette, disons, un peu frustration, que je me suis dit que ça valait la peine d'écrire un livre qui, dès le début, prend le temps de développer un argumentaire, de prendre les propositions, de montrer en quoi elles sont cohérentes, simples, immédiatement réalisables, avec de la volonté politique, qu'elles sont crédibles. Et donc, voilà, ça c'est vraiment le premier axe du bouquin, c'est de prendre des propositions que je n'ai pas inventées. Je dirais sur les 200, il y en a peut-être 2 qui proviennent un peu de mon cerveau d'économiste liégeois. Mais les 198 autres, ça provient des propositions et de revendications qui sont portées par les mouvements sociaux du monde entier depuis des années et des années. Ça, c'est le premier axe. Puis après, il y a un deuxième axe dans le bouquin, en fait, qui est pour moi vraiment très important, c'est de montrer que toutes ces propositions-là, ce n'est pas seulement des revendications qui flottent dans l'air, qui sont théoriques, on aimerait bien ça, etc. En fait, beaucoup de propositions se sont réalisées hier, ou se réalisent aujourd'hui à différents endroits de la planète, quoi. Vous avez, certains d'entre vous ont certainement vu le film Demain, que par ailleurs pas mal de gens critiquent pour une série de raisons, parce qu'ils se concentrent beaucoup trop sur les initiatives locales, etc., qui ont leurs avantages et leurs atouts. Mais c'est un peu dans cette perspective-là, c'est de montrer que les propositions, ce n'est pas seulement des
des propositions théoriques, elles se sont concrétisées sur le terrain. Donc avec la quarantaine de personnes qui m'ont aidé à produire ce livre, comme tu l'as dit, il m'a fallu 7 années pour le faire, on a essayé chaque fois que c'était possible de donner des exemples très concrets qui montraient que c'est possible, on peut le faire. Et je pense que les exemples ont une force très importante quand on veut argumenter et être très libre quand on veut faire des propositions. Il y a aussi un troisième axe. En fait, on a eu pas mal de problèmes. On se demandait comment le faire, si ça allait être une partie séparée, etc. Parce qu'en fait, quand on parle du féminisme, de la migration ou d'une série d'autres thèmes, en général, on doit d'abord faire face à une série d'idées préconçues qu'il faut déconstruire. Si on parle de la migration, par exemple, vous savez, même les gens qui sont, disons, de bonne volonté, ils sont convaincus que les migrants sont une menace, qui pourraient mettre en danger la sécurité sociale, les acquis, etc. Et donc, si on n'arrive pas d'abord à déconstruire des idées préconçues qui sont très fortes, je donne un autre exemple, tu as parlé de l'abolition du droit à la fortune, mais quand on parle de la mise en place d'un impôt exceptionnel sur les grosses fortunes, vous savez quelle est la réponse qu'on donne systématiquement. Quelqu'un peut me la donner. Ils vont partir. Et les capitaux vont fuir. Donc on ne peut pas. Et en général, qu'est-ce qui se passe? Le débat s'arrête là. Donc si on n'est pas capable de déconstruire ça, et donc vous verrez que, pour ceux qui veulent lire le bouquin, en début de chaque chapitre, parfois il y a des propositions qui s'appellent, entre parenthèses, autodéfense intellectuelle. C'est une manière de rentrer dans le chapitre pour pouvoir déconstruire. Et alors, c'est un gros livre. Je dis encore une dernière chose, parce qu'effectivement, plusieurs personnes m'ont dit, mais ton livre ne se vendra jamais, il est beaucoup trop gros. Les gens ne lisent plus des gros livres. Mais on a fait en fait un gros travail à la fois de pédagogie et pour qu'il ait un côté didactique, pour que ce soit vraiment un outil en fait. Et on a travaillé pour faire en sorte que tous les chapitres puissent être lus indépendamment les uns des autres. Alors bien sûr, il y a une cohérence d'ensemble, c'est mieux de commencer à la première et d'aller jusqu'à la dernière page, mais si par exemple c'est le chapitre démocratie qui vous intéresse, hop, vous pouvez directement aller au chapitre 15, vous avez démocratie, vous avez à la page suivante toutes les propositions qui sont développées pour avancer vers une démocratie réelle, et alors vous pouvez tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Et donc voilà, c'est un travail, je suis assez content parce que le livre marche bien, on en discutait, on est presque à 3000 exemplaires vendus, entre 2500 et 3000. Donc les échos sont très positifs. Et donc voilà, comme notre ami, j'ai oublié ton prénom, ou les deux. Diego. Diego et Kenzo l'ont dit, ceux qui le veulent pourront l'acheter à la fin de la conférence. Ah oui, dire juste une autre petite chose. J'ai créé un site, parce que je ne savais pas que ça me prendrait autant de temps. Si je savais, je ne sais pas si je me serais lancé là-dedans. Mais dans le processus d'écriture, en fait, à la recherche des victoires, pour justement renforcer les propositions, j'ai créé avec quelques personnes un site qui s'appelle bonnenouvelle.be. On va le mettre ici comme ça. C'est avec des minuscules, mais... et qui retrace toutes les victoires sociales, écologiques, politiques, culturelles, démocratiques, économiques qu'on trouve. Alors il y en a certainement qui arrivent et qu'on ne trouve pas, mais toutes celles qu'on se trouve, on les met sur le site. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient, il y en a qui me disent c'est ma page d'accueil parce que j'aime bien commencer ma journée avec une bonne nouvelle. Et donc je vous invite à le visiter si ça vous intéresse, à vous inscrire à la newsletter. Tous les mois, on envoie l'ensemble des bonnes nouvelles qu'on a trouvées tous les mois, etc. Alors, voilà, c'est tout. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le livre, mais sinon, on pourra les poser après. Alors, ce matin, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est un peu un outil aussi, ce livre. Ce matin, je fais le trajet, comme tous les jours, Sprimont-B. B, c'est juste à côté de Namur. Sprimont, vous connaissez peut-être, c'est pas loin de Liège. Donc je vais travailler à B, malheureusement j'y vais en voiture. On pourra en discuter pourquoi, mais ce n'est pas la question. Et j'écoutais les infos, et en fait, il y a 3 infos que j'ai entendues ce matin, qui sont quelque part un peu des scandales, et où je me suis dit, tiens, c'est marrant, dans le bouquin, il y a une proposition. Il y a une proposition qui permet
de développer, d'argumenter. Je ne sais pas si vous avez écouté la radio ce matin, on a parlé de plusieurs choses, mais en tout cas, on a commencé sur la RTBF, le JT de 7h30, à dire que les dividendes versés aux grandes entreprises venaient d'avoir un record historique. 1250 milliards de dollars ont été versés en dividendes aux grandes entreprises multinationales du monde entier. C'est une augmentation de 75% par rapport à 2009, l'année de la crise. Donc ça, déjà, c'est une image très forte et très parlante qui montre que, bien sûr, des milliards de personnes ont vu leurs conditions de vie se dégrader partout sur la planète depuis la crise financière, mais par contre, le 1% a vu sa situation s'améliorer fortement. 75% d'augmentation de dividendes entre 2009 et aujourd'hui. Donc les grandes entreprises se portent très bien. Et on donne ça comme une information, et il n'y a aucune proposition. Est-ce qu'on pourrait faire cela? Alors que les propositions existent, mais on n'en débat pas sur la RTBF première. La proposition 52, qui est une des propositions les plus importantes à mes yeux, j'en dirai un mot sur le cœur de cette proposition là tout à l'heure, elle s'appelle reprendre le contrôle des secteurs stratégiques par les pouvoirs publics. Donc, dans cette proposition-là, je mets en évidence que toute une série de secteurs stratégiques, comme le pétrole, l'électricité, l'énergie et d'autres secteurs, devraient retourner dans les mains des pouvoirs publics qui eux-mêmes sont contrôlés par les citoyens, et je donne des exemples. Je dirai un mot là-dessus après, mais la proposition continue en nuançant cette proposition, parce que quand on dit ça, on pourrait croire que toutes les grandes entreprises doivent être expropriées et nationalisées. En fait, non. Premièrement, les entreprises privées capitalistes peuvent avoir un rôle positif à jouer dans l'économie, en termes de collaboration, en termes d'échange, d'appui technique, etc. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on donne les clés de la maison au secteur privé qui gère tout et qui rafle les bénéfices. Donc ça ne va pas. Mais certains secteurs capitalistes peuvent rester privés. N'oublions pas non plus qu'il y a toute une série d'entreprises privées qui ne sont pas capitalistes. Donc, comme par exemple les coopératives. Et puis par ailleurs, on ne va pas, socialiser, nationaliser tous les secteurs stratégiques du jour au lendemain. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces entreprises capitalistes aujourd'hui qui sont toujours là et qui pompent? Vous savez que, je donne un autre chiffre, mais les dividendes, c'est une part énorme des profits. Le SP500, c'est les 500 plus grandes entreprises multinationales aux États-Unis, font des profits, et 90% de leurs profits est redistribué aux actionnaire. Donc, on dit toujours, il y a une phrase qui dit « les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain ». C'est totalement faux. 90% des profits repartent directement aux actionnaires pour la spéculation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces entreprises? Il y a deux propositions qui pourraient être mises en place. La première, obliger toutes les entreprises privées capitalistes à agir dans le respect des droits humains et des droits environnementaux. Donc de respecter les obligations légales d'un point de vue du droit national et du droit international. Alors, ça existe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de sanctions. Il y a toute une série. Qu'est-ce qui se passe pour l'instant? Les entreprises multinationales bafouent le droit national et le droit international allègrement partout sur la planète. Des rapports très sérieux, des études très sérieuses ont montré par exemple que plus de 50% des multinationales allemandes, britanniques et françaises ont été mises en cause. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ont été jugées coupables, parce qu'en général, elles payent des amendes pour ne pas devoir subir des procès et donc elles sont blanchies, mais elles ont été mises en cause dans la violation de droits humains. Plus de la moitié des entreprises allemandes, britanniques et françaises ont été mises en cause. Okay, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Alors, on s'énerve, on dit ça ne va pas. Alors, les grandes entreprises parfois font ce qu'on appelle des chartes de déontologie. Elles s'engagent à mieux respecter les droits humains et on se dit « Ah, c'est un pas dans la bonne direction ». En fait, pas du tout. Et donc, ça, c'est une question pour moi qui est vraiment très importante, la question des sanctions. Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre que Zara, qui
qui a pignon sur rue, je ne sais pas si je suppose, je suis sûr qu'il y a Zara à Mons, ils sont partout. On découvre que ces entreprises-là violent les droits humains, exploitent les enfants, traitent des travailleurs comme des esclaves, et on continue à les laisser, et il n'y a absolument aucune sanction. Donc la question de la sanction est fondamentale. Est-ce que c'est possible? Alors, je donne encore un autre exemple. Lactalis, vous avez vu le cache investigation dernièrement. Lactalis, la plus grande multinationale de produits laitiers au monde, multinationale française, ne remet pas sa fiche d'impôt. Elle ne le remet pas, sa fiche de... c'est pas d'impôt, c'est de sa déclaration fiscale au fisc français. C'est illégal. On le sait. Et le gouvernement français l'apprend. Qu'est-ce qu'il fait? Rien. Rien du tout. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui, tout à fait. On peut obliger les entreprises à respecter la loi et les sanctionner si ce n'est pas le cas. Je donne un exemple. Il y a un exemple anecdotique, mais qui est quand même assez parlant. C'est au Venezuela. Vous le savez, Hugo Chavez est arrivé au pouvoir en 1998 jusqu'en 2013. Et en 2008, donc un gouvernement progressiste de gauche, on pourrait en discuter des heures, mais en 2008, il y a une grande réunion d'économistes à Caracas. Je suis invité. J'ai eu la chance, un peu pistonné, hein, mais j'ai eu la chance d'être invité et de me retrouver à Caracas avec des grands économistes de gauche au niveau mondial. J'arrive, je sors de l'aéroport et je me retrouve dans un énorme hôtel. En fait, le plus grand hôtel de Caracas. Le plus beau, le plus luxueux. Je suis au 28e étage, on voit la ville de Caracas, c'est juste une fenêtre. Et donc je me dis, mais où je suis, quoi? Comment est-ce possible, quoi? Et donc on m'explique qu'en fait, Hugo Chavez a découvert que l'hôtel Hilton, c'était l'hôtel Hilton de Caracas, ne payait pas ses impôts depuis 4 ou 5 ans, zéro, il fraudait totalement. Et quand il l'a appris, il a dit, vous avez une semaine pour vous mettre en ordre. Et le Hilton n'a rien fait. Ils ont envoyé l'armée, les policiers, les forces de l'ordre, et ils ont exproprié le Hilton, ils ont enlevé la plaque du Hilton, et ils ont mis Alba à la place, et ils ont fait un hôtel public à la place. Et donc, ça c'est très important de comprendre que quand il y a une sanction, ce n'est pas seulement pour punir les gens qui ont mal agi, c'est aussi pour inciter les autres à arrêter de se comporter de manière criminelle. Et si on prend l'exemple au niveau bancaire, on a des preuves irréfutables que les grands banquiers, les grands dirigeants de banque partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, ont agi de manière totalement illégale et criminelle, avec des blanchiments de l'argent du crime, des manipulations de taux et de toute une série de choses illégales. Les preuves sont là. Et est-ce qu'il y a des banquiers en prison aujourd'hui? Non. Si. Dans un seul pays. En Islande. En Islande. L'Islande est le seul pays qui a eu le courage d'aller au bout des investigations et de mettre des banquiers islandais en prison. Et l'Islande, je ne sais pas si vous le savez, l'Islande, on aura peut-être l'occasion d'en dire quelques mots tout à l'heure, mais l'Islande a fait 4 choses formidables depuis la crise de 2008. Elle a connu une série de problèmes, elle a certainement commis des erreurs, mais elle a fait 4 choses très très intéressantes qui sont en totale contradiction, disons, avec le discours néolibéral, le discours TINA, etc. Il n'y a pas d'alternative, etc. Donc l'Islande a mis des banquiers en prison et j'aurai peut-être l'occasion de revenir. Donc ça c'est une chose, les sanctions. Et la deuxième chose, c'est une proposition très simple qu'on peut faire avec ces multinationales privées, c'est de leur dire, vous allez appliquer les principes, on peut être gentil, un des 3 principes des entreprises coopératives. Vous avez déjà entendu parler des coopératives? Les coopératives, ce sont des entreprises privées, mais qui ont dans leur charte de fonctionnement 3 principes à respecter. Le premier, c'est que le profit ne peut pas être l'objectif prioritaire. C'est l'utilité sociale, le service rendu à la population, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir de profit, mais ça veut dire que le profit passe en second plan. Il peut y en avoir, il doit y en avoir. On peut imaginer, les coopératives sont rentables d'ailleurs. Le deuxième principe, c'est
l'obligation de rémunérer le travail par rapport au capital, et là on en vient justement à cette notion de dividende. Le principe très concret pour les coopératives, en général, quand on limite les dividendes, c'est on limite les dividendes à 6% du profit. Maximum 6% des bénéfices réalisés sur l'année peuvent retourner aux coopérateurs. Okay, et la troisième, c'est la démocratie. C'est-à-dire que on ne peut pas, c'est pas parce que j'ai amené tout le capital que c'est moi qui décide. Le principe, c'est un peu comme aux Nations Unies dans les coopératives, c'est un individu, une voix. Un travailleur a une voix, le directeur a une voix. Et donc il y a un principe de fonctionnement beaucoup plus démocratique. C'est les trois principes qui fonctionnent. Ben moi, on pourrait dire les trois, hein, mais on pourrait dire par exemple que le principe numéro 2, on oblige toutes les entreprises privées capitalistes à redistribuer un maximum, on peut monter à 6, à 10, à 15%, les bénéfices qui sont réalisés. Maximum 15% peut repartir en dividende. Okay, et on met ce principe-là et on règle toute une série de choses. Et là, un exemple très concret, la Bolivie l'a fait. La Bolivie a fait passer une loi en disant ceci. Écoutez bien, les banques respectent la loi. Toute banque présente sur le territoire bolivien doit utiliser une partie de son bénéfice, et j'ai oublié, je n'ai pas le chiffre ici, je ne sais pas d'ailleurs, il est dans le bouquin, mais je n'ai pas noté ici, c'est pas exactement la même chose que la limitation des dividendes. Vous voyez, on peut réfléchir à plein de choses, mais la Bolivie, c'est une obligation d'utiliser un pourcentage des profits réalisés par toute entreprise, en particulier le secteur bancaire, dans le réinvestissement de projets sociaux et de développement, socio-économique. Voilà, et c'est fait. On fait passer le loi et ça marche. Juste dire un mot sur les coopératives, parce que c'est aussi une des propositions, développer les coopératives. Hein. Vous savez qu'il y a 1,4 million de coopératives dans le monde qui emploient 100 millions de personnes, c'est-à-dire 20% de plus que les multinationales. On entend toujours, hein, quand on parle des multinationales en Belgique, oui, mais elles créent beaucoup d'emplois. Les coopératives emploient 20% de salariés en plus que toutes les multinationales du monde. En Italie, l'Italie, c'est le pays de la coopérative. En Europe, c'est le pays qui a le plus de coopératives par habitant. 83 000 coopératives qui produisent 7,5% du PIB. Donc, les coopératives, ce n'est pas un petit machin à côté. Hein. 7,5% de la richesse produite en Italie provient des coopératives. Or, si on analyse le fonctionnement des coopératives, vous voyez, il y a des principes très intéressants. Et en plus, il y a d'autres choses. C'est qu'elles résistent beaucoup mieux à la crise. Toutes les coopératives sont passées, je ne dirais pas comme une lettre à la poste, mais presque, de la crise de 2008. Parce que justement, il n'y a pas cette idée de bulle spéculative, de remise de dividendes, d'actionnariat, etc. Les coopératives, ça fonctionne très très bien. Et donc, vous voyez, on peut combiner une série de choses qui sont intéressantes. Alors, deuxième chose ce matin, que j'ai entendu, la cour d'assises, Kuhn Gaines, vous avez entendu, réforme de la justice, il veut supprimer la cour d'assises. Vous savez ce que c'est la cour d'assises? C'est une juridiction où, justement, c'est la seule, maintenant, qui reste, où il y a un tirage au sort de citoyens pour juger de cas très, très importants de crimes. Et là, je ne vais pas développer exactement tous les arguments, mais c'est anticonstitutionnel. Sa première proposition était anticonstitutionnelle, donc il l'a modifiée. On lui a dit, ça va être de nouveau anticonstitutionnel, il veut faire passer au Parlement, etc. Simplement, là, je dis que dans le bouquin, il y a une proposition qui s'appelle « Développer la pratique du tirage au sort ». Le tirage au sort n'est certainement pas une solution miracle pour régler le problème de la démocratie. Mais la démocratie athénienne, c'est-à-dire en 600 avant Jésus-Christ, le berceau de la démocratie, ils avaient découvert des choses très simples. Ils avaient dit, le pouvoir corrompt. Le pouvoir a tendance à corrompre les gens qui ont du pouvoir. Donc, à partir de là, on doit mettre en place une série de principes pour faire en sorte que la démocratie continue à fonctionner. Et les principes sont les suivants. Mandat court, non renouvelable. Des mandats courts et non renouvelables. Et l'utilisation
de tirage au sort des citoyens pour appliquer le mandat de l'Assemblée nationale grecque. Enfin, c'est pas l'Assemblée nationale qu'elle s'appelait, mais l'Assemblée souveraine. Et ça marchait très bien. Le tirage au sort fonctionne très bien avec la cour d'assises. Ça fonctionne très bien. Aux États-Unis, ça a encore lieu. En Belgique, ça a encore lieu. Ça a lieu dans différents endroits. Et vous pouvez aller chercher. Tous les résultats disent la cour d'assises, le tirage au sort fonctionne très bien. Thomas Coutreau, un économiste français, il a une proposition très simple pour renforcer la démocratie en France, mais on peut l'appliquer directement à la Belgique. Sa proposition, c'est laquelle? C'est on garde l'Assemblée, la Chambre des représentants, les députés. Et on supprime le Sénat. Vous savez qu'il y a deux assemblées en Belgique et en France. On supprime le Sénat et on le remplace par une assemblée populaire tirée au sort dans les citoyens. Grâce à ça, qu'est-ce qu'on a? On a une meilleure représentativité déjà de la population. Parce que vous le savez, dans tous les parlements du monde, en général, les agriculteurs, les salariés, les ouvriers qui représentent des proportions très importantes de la population ne sont représentés qu'à 1 ou 2% dans les assemblées parlementaires. Donc il y a un vrai problème de représentativité. Par la théorie du nombre, il est sûr que si on tire au sort, on aura des femmes, on aura des agriculteurs, on aura des ouvriers, on aura une proportion assez représentative de la société belge et française. Et alors qu'est-ce qu'on fait avec cette assemblée-là? C'est une proposition d'un économiste français, Thomas Coutreau. Il dit on lui donne un pouvoir de veto sur toutes les propositions qui sont faites par ou les décisions législatives de la Chambre des représentants. Et il dit une chose très simple, c'est-à-dire que toute une série de décisions et de lois qui sont passées ces dernières années en France auraient été bloquées. Parce qu'aujourd'hui, on voit on parle de la séparation des pouvoirs, mais on le voit bien avec Macron et les autres. Comme il y a une majorité au sein du Parlement, on fait passer une loi, la majorité vote, et ça passe, même si on sait, par exemple, sur les OGM, je donne l'exemple des OGM, 80% de la population européenne est très réticente à la généralisation des OGM, etc. Et vous avez des lois comme ça qui passent alors qu'on a une majorité de gens. Eh bien, s'il y avait une assemblée populaire tirée au sort, on pourrait bloquer toute une série de propositions qui sont en accord avec la volonté populaire. Voilà, et la dernière, je ne développe pas simplement, mais vous avez entendu Barroso? Quelqu'un a entendu ce qui s'est passé avec Barroso ce matin? Non? Vous vous souvenez qui c'est, Barroso? C'est qui? C'est l'ancien président, non? Non. Presque, c'est les mêmes. Ils ont un rôle différent même. De la Banque Centrale Européenne. Et après son mandat, on lui a proposé un poste hyper haut placé dans la banque Goldman Sachs. Okay? Et à ce moment-là, il y a eu tout un débat en disant mais c'est pas possible, avec tout son réseau, ses connaissances, son pouvoir, etc. Il va travailler pour Goldman Sachs, mais donc il va aller faire du lobbying au sein de la Banque Centrale Européenne en tant qu'ancien président. Et donc il y a eu tout un débat en disant est-ce qu'on peut? Et pour finir, la conclusion a été de dire non, ça va. Et Barroso a dû signer un document en disant je m'engage à ne pas faire du lobbying. Ce matin, on vient de découvrir des preuves à l'appui, preuves écrites ce matin dans les journaux, que Barroso avait fait du lobbying à toute une série de directeurs et de commissaires au sein de la Commission européenne et de la Banque Centrale Européenne. Donc, voilà. Donc là-dessus, dans le chapitre de Nouveau Démocratie, il y a deux propositions qui sont en lien avec ça. Interdire le revolving door. Vous avez une super organisation à Bruxelles et qui fait des visites guidées, des lobbies, etc., qui s'appelle CIO, Corporate European Observatory. Ils ont développé une proposition, il faut interdire le revolving door. Le principe, c'est très simple. Revolving door, ça veut dire les portes tournantes. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on passe de la fonction publique haut placée à des hauts placés dans les entreprises privées capitalistes, et on va de l'un à l'autre
comme ça, et on travaille ainsi. C'est partout dans le monde que ça se passe tout le temps. Hein. Et donc, on peut mettre en place